historiquement, le libéralisme représente un progrès. Le libéralisme, mais le libéralisme classique, celui qui a été défendu par Adam Smith, par exemple, le fondateur de l'économie politique, a bien peu de choses, puis je serais tenté de dire presque rien à voir avec ce qui circule en ce moment sous l'expression libéralisme dans le mot néolibéralisme. Ça n'a presque rien à voir avec le libéralisme classique. Alors, tu vois, historiquement, le libéralisme, ça a été un progrès. Ça a été un progrès dans la mesure où ça a été une manière de contester l'absolutisme royal, puis de rendre des droits à l'individu. Au nombre de ces droits-là, dans le libéralisme classique, celui de Locke, celui d'Adam Smith ensuite, on a reconnu le droit à la propriété. C'est vrai, le droit à la propriété privée. Ça a été un progrès. Mais il n'est pas absurde de penser que même l'anarchisme est un enfant du libéralisme. Le libéralisme avait quelque chose de radical dans ses premières formulations. Et les penseurs actuels qui se réclament du libéralisme feraient dresser les cheveux sur la tête à Adam Smith s'il pourrait revenir, parce qu'il reconnaîtrait à peu près rien de ce qu'il a défendu dans ce qui circule actuellement sous ce nom-là. Alors prenons justement le cas de la propriété privée. La propriété privée, si elle résulte d'interactions au sein desquelles il y a des entités comme des corporations transnationales, au centre du libéralisme, dans le libéralisme classique, dans le cadre du libéralisme classique, on ne peut pas penser ça. Il est absolument exclu de penser que des tyrannies privées comme GM ou comme Bombardier puissent avoir des droits. Tu comprends? Que les droits de propriété, puis des droits supérieurs parfois à ceux des êtres humains s'adressent à eux. Maintenant, la question, en disant tout ça, là, je vais être clair aussi, c'est que la question des droits de propriété, elle est difficile. Et c'est important de la poser. Puis il n'y a pas de réponse simple à ça. Cependant, je suis certain que même dans le cadre du libéralisme, on ne peut pas faire rentrer l'ensemble des pratiques actuelles avec les acteurs que sont les corporations transnationales, les droits qui leur sont reconnus dans le cadre du libéralisme classique. C'est complètement absurde. Maintenant, oui, il faut une réflexion sur les droits de propriété. Moi, personnellement, j'ai des opinions là-dessus qui sont celles de l'anarchisme classique, hein, c'est-à-dire que la propriété privée des moyens de production me semble une aberration. Mais je veux faire une place à ce que Proudhon appelait la possession. C'est sain d'avoir des droits de possession. Mais la doctrine qui circule actuellement frauduleusement sous le nom de libéralisme ou de néolibéralisme est absurde. Supposons que dans un monde, dans le monde dans lequel nous vivons, quelqu'un puisse s'approprier par les moyens qu'on reconnaît habituellement pour s'approprier des droits de propriété sur quoi que ce soit. Supposons qu'on réussisse à s'approprier, que je réussisse à m'approprier par des moyens jugés légaux, des éléments essentiels à ta vie, à sa vie et à sa vie, ou à la vie de l'ensemble des gens. Ces gens-là, vous pourriez mourir ou vous vendre à moi. Une telle société devrait être reconnue comme juste par le néolibéralisme actuel. C'est absurde. On voit tout de suite que c'est aberrant. Donc, on ne peut pas répondre à ces questions-là dans les termes aussi simplistes que le monde actuel nous invite à y répondre. Mais la question reste difficile. Et encore une fois, moi, mon choix, c'est de penser qu'on ne peut pas posséder privément un moyen de production, mais les droits de possession, c'est-à-dire des choses dont on a l'usage, sont sains. Voilà. The term neoliberalism is a very curious one. First of all, it's not liberal by any means, as we've discussed, and it's not new. It was neoliberal policies, or something rather like them, that created the Third World. If you go back to, say, the 18th century, the centers of the world economy were China, India, mostly, and it changed. The differences between the rich and the poor were not very great, nowhere near like today. Europe grew and developed. First England and the United States, Germany, Italy, and so on. They developed by radically violating what are now called neoliberal principles, strong states, direct intervention in the economy, and so on. India and later China were devastated, and the same is true of what we now call the Third World. How? By forced imposition of market principles. And this is furthermore well known. So if you read serious economic historians, Paul Bayroche, for example, he simply points out protectionism and state intervention created the rich and developed societies. He doesn't call it neoliberalism, but forced liberalization pretty much created the Third World. And furthermore, this is understood in the 18th century. So take, say, Adam Smith, who everyone reveres but no one reads. If you read Adam Smith, he's intelligent person. Everyone knows the phrase invisible hand. Very few people pay attention to where it came from. He uses it once in his book Wealth of Nations, so it's not hard to find. If you look at it, it's a critique of what we call neoliberalism.
What he pointed out, he was interested in England. He said, in England, suppose that the merchants and manufacturers who own the country and decide the policy, suppose that they decided to invest abroad and import from abroad because it was more profitable. He said, well, it'd be profitable for them, but it'd be harmful to England. He said, however, for various reasons, their attachment to their home country, safety, whatever, they individually will decide not to do it. So therefore, as if by an invisible hand, England will be saved from the ravages of what we call neoliberalism. Well, his intuition was right. The argument was wrong. David Ricardo, the other leading economist, said pretty much the same thing. He recognized that, take his example, Portugal and England, standard example. He said, well, if British capitalists decided to invest in Portugal for both wine and textiles, his example, they might profit. And it would undermine his theory of comparative advantage, but the people of England would suffer. He says, however, they won't want to do it. And he gives very psychological other reasons why they like their country or whatever. But the intuition is correct. It was understood in the 18th century, and it's played out about the way you'd expect. Forced liberalization has been extremely harmful, and the rich and powerful countries wouldn't accept it for themselves. Le libre-échange est un très beau concept et tel qu'il a été imaginé au XVIIIe siècle, il avait certainement des mérites parce que c'est très logique de dire vous devez produire ce que vous produisez de mieux et de moins cher et l'échanger avec d'autres qui vont faire autant. Au lieu d'essayer de produire du vin en Angleterre, vous l'achetez au Portugal. Ça, c'est les Portugais vont acheter votre drap de laine. Ça, c'était l'exemple original de Ricardo. Bon, mais les grands théoriciens du XVIIIe siècle n'imaginaient jamais que le capital serait, lui, libre d'aller où il veut et qu'une compagnie américaine ou anglaise pourrait aller investir en Chine, prendre avantage de la répression en Chine qui refuse des syndicats et qui donc a des salaires extrêmement bas, externalise, comme on dit, tous les coûts de l'environnement, n'est-ce pas, fait payer la société et la planète en général parce qu'elle pollue, mais c'est moins cher. Donc, au lieu d'avoir ce qu'on appelle un avantage comparatif, c'est-à-dire je produis le vin moins cher que vous et vous produisez le drap de laine moins cher que moi, ça devient un avantage absolu parce que mon capital est libre de partir là où il va trouver les conditions de profit les meilleures. Et c'est ceci qui fausse le commerce et c'est ceci qui fait que les transnationales, naturellement, veulent la plus grande liberté possible pour elles-mêmes. Mais il n'est pas question que le travail puisse circuler, sauf ce qu'on peut appeler les nomades de notre temps, c'est-à-dire des personnels hautement qualifiés qui seraient concernés par les accords sur le service, parce que eux auraient le droit de circuler librement et de s'installer où ils veulent, mais naturellement, le commun des mortels ne l'aurait pas du tout. La théorie des avantages comparatifs, c'est une théorie de la spécialisation internationale et c'est une théorie qui effectivement
dit que les nations doivent se spécialiser selon leurs avantages comparatifs. Bon, c'est une théorie qui est purement statique, c'est-à-dire qu'on considère une boîte, on arrange les pions dans une boîte, mais on se demande pas pourquoi la forme de la boîte, est-ce que la forme va évoluer, est-ce que le fait d'arranger les pions change la forme de la boîte? Non, c'est une théorie purement de l'instant. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Parce que le commerce international, c'est pas de l'échange désintéressé qui fait que c'est les gentils indigènes qui commercent avec les gentils conquistadors. Ça s'est pas passé comme ça se passe jamais comme ça. C'est des conquistadors qui arrivent et qui tuent tout le monde. Et puis après, après le commerce arrive comme une deuxième étape de pacification. Mais d'abord, dans le commerce international, qui est la matrice du commerce, hein, le commerce, c'est pas ça aussi c'est une idée reçue, c'est pas le village qui échange, ensuite c'est la ville qui échange, ensuite c'est la région, ensuite c'est la nation, ensuite c'est les nations qui échangent entre elles. Non, ça s'est jamais passé comme ça. Ça s'est passé exactement à l'inverse. C'est-à-dire que c'est d'abord le commerce international qui suit les militaires, qui suit la prédation, et ensuite il y a un phénomène de pacification vers l'intérieur. La théorie de la main invisible, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est un pari que les hommes sont mauvais. Donc c'est assez lucide. C'est de dire, bon, au fond, on va faire avec. Les hommes, ils sont égoïstes, cupides, plutôt méchants. Et ils pensent à eux. Et le reste, ils n'aiment pas le collectif. Ils ne sont pas solidaires. Ils n'aiment pas la société. Ils pensent d'abord à eux. Faisons que cette espèce de défaut devienne un avantage pour la collectivité et pour la société. Et donc, laissons-les faire, et de leur antagonisme égoïste va naître un bonheur public. C'est ça l'idée de la main invisible. Et l'idée de la main invisible, c'est que chaque fois qu'on intervient, qu'on essaie de mettre de l'ordre dans cet antagonisme des égoïsmes, hein, l'antagonisme des égoïsmes, eh bien on va perturber le système et ça va être pire. Parce qu'une des grandes thèses réactionnaires, c'est la thèse de l'effet pervers. C'est Hirschman qui a dit ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que les hommes de droite, les réactionnaires, ont toujours accusé les hommes de gauche de vouloir faire le mal en voulant faire le bien. Vous voulez faire le bien, vous voulez aider les pauvres, vous allez créer beaucoup plus de pauvres. Pour moi, l'image la plus extraordinaire, c'est l'image de The Economist, après la réunion de Seattle, qui a montré des affamés du tiers-monde, des petits noirs, en disant « Les victimes de l'échec de Seattle, les voilà ». Ça, c'est immonde, c'est pire que les publicités de Benetton. C'est fondé sur l'idée de dire, vous avez voulu vous amuser à interdire l'OMC, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez créé des pauvres, des malheureux, des affamés, etc., etc. Alors que ce système crée d'abord des pauvres, des affamés et des malheureux, bien entendu. Donc ça, cette espèce de... Alors la main invisible, c'est de dire, laissez faire, quoi, laissez faire. Vous n'y pouvez rien, l'homme est méchant, il est mauvais. Donc ce qui peut arrêter la méchanceté de l'homme, c'est de la méchanceté d'un autre homme. Hein? Et donc mettez deux méchants ensemble, et bien ils s'équilibreront et laissez faire, et tout ira bien. Les économistes étudient la main invisible depuis 1776. Hein? Donc ça va faire quand même un petit paquet de temps qu'ils étudient ce problème. Pour que ça fonctionne, il faudrait que les hommes soient séparés, autonomes, qu'il n'y ait pas de relation, qu'il n'y ait pas de collectif, qu'il n'ait que leur propre rationalité, séparée de celle des autres, individuelle. Il faut que ce soit un individualisme absolu. Première condition. Deuxième condition, il faudrait qu'il y ait une information parfaite. C'est-à-dire qu'on sache tout ce qui va se produire, dans les siècles des siècles jusqu'à... deuxième condition... Attends, j'ai oublié la troisième. Merde. Donc il faudrait qu'il y ait une information... C'est ça, qu'il y ait une information parfaite. Et troisième condition, il faudrait qu'il n'y ait pas d'incertitude. C'est-à-dire que, par exemple, une tempête, que le hasard, que le fait que Ariane se casse la gueule au 25e envol et pas au 3e, que le monde soit sans hasard. Ce qui est un corollaire, d'ailleurs, de dire qu'il faudrait qu'on ait une information parfaite sur le futur. Alors, dans ces conditions, il se pourrait que la main invisible fonctionne. Mais ce n'est même pas sûr. Car ce qu'il faut savoir, ce qui est extrêmement important, c'est que les économistes libéraux, les plus grands, les plus mathématiciens, les plus prestigieux, les prix Nobel, ont démontré depuis environ 25 ans que le théorème de la main invisible ne marche pas.